Fusion, fission nucléaire. Alors, Là, fusion et fission nucléaire. Alors, la fusion, c'est très prometteur aussi. Jean-Marc Jancovici nous explique que le déploiement commercial, c'est pas avant 2095. Il le dit dans ses cours aux mines. Je suis désolé, non. On a un éventail de startups qui planchent pour justement un début de déploiement commercial avant 2030. Donc, ça arrivera 50 ans plus tôt que ce que nous annonce Jean-Marc Jancovici. Mais la difficulté, je pense, c'est que ça va mettre du temps quand même à scaler. Et ça va rester un peu plus cher que le solaire plus batterie. Donc en fait, c'est un bonus intéressant, c'est bon à prendre, c'est très bien, mais on n'a même pas besoin de ça. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. La leçon à retenir dans l'énergie, c'est que solaire plus batterie est en train de tout battre à plat de couture et va nous apporter une énergie, une abondance énergétique en fait partout, parce que en fait, ça va devenir tellement pas cher que même la différence d'ensoleillement entre le Sahara et l'Europe va devenir dérisoire. Il y a peut-être plus qu'en Norvège et en fait au Groenland que là, l'éolien sera moins cher que le solaire. Mais partout ailleurs sur Terre où il y a des êtres humains qui habitent, ça sera le solaire et les batteries qui vont tout supplanter. Si on met ça en perspective, Pierre-Olivier, quel est ton point de vue par rapport à ça là? Donc, fusion, fission, et quand on le met en perspective avec le ralentissement des ventes de voitures électriques en Europe, où on s'aperçoit que là, le marché, finalement, ne réagit pas si positivement que ça, quoi. Si positivement à quoi le marché aux véhicules électriques, puisque en Allemagne, le nombre de véhicules, de vente de véhicules électriques est en train de diminuer. Et donc voilà, ça veut dire que le marché, quelque part, peut peut-être être moins positif en direction des véhicules électriques. Bon, ça pose la question aussi des aides d'État sur le sujet. Je crois que c'est quasiment la moitié des ventes de véhicules neufs, je crois quand même en 2023, il me semble, les véhicules électriques. Donc il faut relativiser par rapport au nombre total de ventes et l'offre disponible. Ce que je trouve, je ne suis pas d'accord avec Thomas sur un point, c'est sur la non-taxation des panneaux solaires chinois ou la non-taxation des véhicules, même si tu étais plus mesuré sur la question des véhicules chinois. Je crois qu'on doit plutôt favoriser l'idée d'une taxe carbone aux frontières, et en particulier venant des pays qui eux-mêmes font assez peu d'efforts. Fusion ou fission, ben je ne connais pas très bien la question technologique et je n'ai pas étudié autant que Thomas sur le sujet. Ce que je sais, c'est que ça mérite encore d'investir dans la recherche et d'aboutir rapidement à des solutions, quoi. Donc, il y a, semble-t-il, quelque chose à regarder de très près là-dessus, qui sera à terme d'exploitation moins coûteux et qu'il faut continuer d'y aller. On est dans une approche comparable à une forme de deep tech en quelque sorte, donc il faut y aller. Je le crois fermement également, quoi. Le modèle nucléaire actuel français, alors, les mini-EPR qui sont envisagés par le gouvernement, qui sont d'un coût moindre par rapport aux grands EPR en cours de finalisation maintenant, sont quand même un coût plus raisonnable, une efficacité assez forte et vont engendrer du travail aussi, notamment les travaux publics, et créer de l'économie localement de manière assez puissante. Donc, avec une analyse globale, je pense que ce sera là aussi très, 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 très vertueux, quoi. Donc, je défends le modèle de l'IEPR à la française tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Voilà. Ensuite, ta question, pardon, Luc. Non, c'était relativement à la baisse de... Tu as répondu, hein, c'était relativement à la baisse de vente de véhicules électriques, notamment en Allemagne. Et je pense qu'il y a aussi ce problème d'aide financement. Sur la question de l'automobile en général, pardon, j'ai vu que Thomas, tu souhaitais intervenir, mais juste avant, sur la question de l'automobile, c'est nos comportements à nous, sans parler de décroissance, mais qui doivent aussi être questionnés. C'est-à-dire que les transports en commun, par exemple, sont un immense sujet, quoi. Hier, je parlais avec le patron de Tisséo, qui est le RATP toulousain. La RATP toulousaine, on est toujours en retard d'un train, si je puis dire, sur les attentes de la population, sur l'augmentation de la taille des populations. Et on a du mal à anticiper ça. C'est un petit peu compliqué comme problème à résoudre. Mais on doit aller pour les transports, notamment du quotidien, et ceux pour aller au bureau. On doit aller vers des solutions très abouties de métro, tram et bus, y compris bus autonome, le plus rapidement possible, et investir massivement là-dessus. La voiture doit devenir un outil de déplacement pour le week-end et pour les vacances et pour la famille.
et pour les bagages et évidemment pour le transport de marchandises, etc., etc., quoi. Mais la mobilité du quotidien, voilà. Et ensuite, sur les transports de plus longue distance, ça ne va pas vous étonner tous les deux que je défende l'avion, bien évidemment. C'est pour plusieurs raisons. Je pense que le modèle aéronautique tel qu'il a été imaginé et les 10 ans de commande qui arrivent pour Airbus devant là, sont la justification que les peuples ont encore besoin de se rencontrer physiquement et de se connaître, que ces catalyseurs de paix, sans vouloir utiliser trop de termes grandiloquents, mais c'est hyper important. Et j'allais dire accessoirement, mais non, c'est fondamental. C'est aussi une économie, un système d'ingénieurs dans lequel on invente le monde du futur et un monde précisément décarboné, quoi. Et à Toulouse, précisément, grâce à l'intelligence induite par l'existence même d'Airbus sur notre territoire, on va créer une économie de plus en plus durable, extrêmement forte, quoi, en fait, parce que tout ce qu'ils créent et inventent va percoler à l'extérieur, quoi, je suis absolument certain. Sûr. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc, Thomas, Thomas voulait intervenir, je crois. Tu voulais intervenir. Et puis, parler de la start-up. Oui, alors justement, parce que je vais faire le lien avec l'aviation, justement, parce que c'est complètement lié. Ouais, alors, sur les voitures électriques, je pense que là, on est un peu dans une phase de transition où ça reste encore cher un peu à l'achat. Et on les a subventionnés assez fortement. Là, on commence à se dire, tiens, elles vont finir par pouvoir voler leurs propres ailes, donc on va arrêter les subventions. Donc, il y a des hésitations peut-être encore du côté des consommateurs. C'est ce qui fait qu'on peut assister à ces espèces d'artefacts ou même une baisse des ventes quand il y a des subventions qui se terminent. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu aux États-Unis aussi d'ailleurs. Mais pour moi, ça, c'est juste un petit soubresaut. Le sens de l'histoire, si on réfléchit à 3, 4, 5 ans, c'est qu'en fait, très vite, très rapidement, les voitures électriques vont être moins chères à l'achat et moins chères à l'usage que les voitures essence. Et à partir de là, c'est complètement game over pour les voitures essence. Complètement game over. Et on est à quelques années seulement de ce grand basculement. Donc là, oui, il y a encore un peu un flottement, on peut s'interroger, mais en fait, la messe a été dite. C'est écrit, c'est terminé. C'est terminé et tout le monde l'a compris, à part Toyota qui semble pas comprendre, mais tous les constructeurs l'ont compris. D'ailleurs, c'est source de stress pour eux parce qu'ils se disent comment on va faire justement face aux véhicules chinois. Donc ça, c'était juste un point.